Il y a un certain nombre de rejets qui ont pour nom athéisme, qui ont pour nom antisémitisme, qui ont pour nom misogynie, qui ont pour nom technophobie, qui ont pour nom anti-astrologie ou astrosceptique. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a ces rejets. Et en réalité, tous ces rejets ne font qu'un, quelque part. C'est la thèse que je défends dans mon prochain ouvrage. Qui sont ces dieux? Qui sont ces femmes? Qui sont ces astres qui, soi-disant, agissent sur nous? Qui sont ces machines? Qui sont ces juifs qui se veulent le peuple élu, etc. Et tout cela fait problème, tout cela interpelle. Et la thèse que je soutiens, c'est la thèse qui fait pendant aux travaux de Jean Saint-Dié, mort en 1978, et que j'avais connu et fréquenté peu avant, celle d'une colonisation de la Terre, celle d'une intervention extraterrestre en quelque sorte, qui aurait conquis la Terre, conquis les terriens, et qui aurait disposé d'une technologie, d'une biotechnologie extrêmement avancée, qui n'est pas encore celle que nous avons atteinte aujourd'hui en ce début du XXIe siècle. Un savoir, une réalité, une civilisation étrangère. Et là, il ne s'agit pas d'un étranger qui passe d'un pays à l'autre. Il s'agit d'une civilisation totalement étrangère qui vient d'ailleurs, sinon de l'au-delà, et à laquelle il faut éventuellement résister. On se retrouve un peu dans le schéma de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale de la France, avec d'un côté les collaborateurs qui, au fond, se font les agents de l'occupant, et de l'autre côté les résistants. Et la grande question qui se posera au XXIe siècle est celle-là, justement. Mais à un tout autre degré, à une toute autre échelle. Quelles sont les puissances, quelles sont les entités, quels sont les discours, quelles sont les croyances qui sont en collusion, en quelque sorte, avec des forces étrangères venues d'ailleurs, et quelles sont, au contraire, les forces qui résistent, qui se mettent en travers de cette occupation et de cette hégémonie. Voilà les vraies questions qui se posent. Et face à cela, il y a une autre humanité qui, elle, est l'humanité, je dirais, autochtone, l'humanité qui était là avant cette invasion, dont je ne chercherai même pas à situer l'époque, bien évidemment, mais qui a laissé suffisamment d'empreintes, de traces, de vestiges, à la fois des vestiges textuels, mais aussi des vestiges tout simplement humains, des choses qui sont observables encore de nos jours. Donc, il faut choisir son camp. Et je comprendrais très bien que les uns préfèrent le camp A et d'autres le camp B. Je pense qu'il faut que ce soit clair. Il y a une humanité qui est au service de ces envahisseurs. Et il y a une humanité qui se révolte contre ces envahisseurs, contre ces invasions. Et toute la question qui se pose à nous, c'est de déterminer qui est qui. Et il est vrai qu'il y a, dans un certain nombre de cas, des ambiguïtés, des ambivalences. Par mégarde,
par mimétisme, certains résistants auraient, semble-t-il, adopté le discours des collaborateurs, et donc par conséquent brouillé les pistes, notamment dans le cas des Juifs qui ont revendiqué le statut de peuple élu dans leur littérature, dans leur écriture, alors que, en fin de compte, ils ne font pas partie de ce plan. Ce sont les femmes qui en font partie, ce sont les femmes qui sont le véritable peuple élu. Et le paradoxe, si vous voulez, c'est que les femmes auxquelles on reproche souvent leur mimétisme, leurs emprunts, en réalité, elles pourraient se plaindre de cette manière qu'on leur a retiré, qu'on leur a confisqué une certaine part de leur statut. Autrement dit, il est normal qu'elles s'inquiètent, qu'elles aient un problème identitaire, puisque, quelque part, on ne parvient pas à circonscrire ce qu'est ce peuple féminin, puisque les adversaires de cette théorie auront beau jeu de dire que, simplement, les humains génèrent aussi bien des hommes que des femmes, des mâles que des femelles. Et par conséquent, qu'on ne pourrait pas isoler les uns et les autres et considérer que les femmes constituent un peuple à part, puisqu'elles sont intégrées pleinement. Mais moi, je répondrais qu'il y a une symbiose, qu'il y a une dimension symbiotique qui fait que tout se passe comme si, à chaque génération, les deux populations, opposées en quelque sorte, l'autochtone et celle qui est plus ou moins androïdale, d'ailleurs plus ou moins robotisée, plus ou moins cyborg, ces deux populations étaient reproduites parallèlement, d'une sorte d'alliance, d'accord, de consensus, d'échange de bons procédés, étaient reproduites parallèlement par l'humanité à chaque fois. Mais c'est-à-dire pour autant que ces deux populations qui naissent de la même, de la fécondation des femmes par les hommes, est-ce que ces deux populations qui naissent mâles et femelles sont véritablement de même nature? Est-ce qu'elles sont porteuses des mêmes messages, des mêmes valeurs? Cela, on peut tout à fait en douter.